Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir rejoint cette session. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me passionne, qui est Amazon CloudFront, le CDN d'AWS. Je suis Ashraf Souk, je suis architecte solution chez AWS, spécialisé dans les services Edge. Donc, en d'autres termes, je passe la plupart de mon temps à aider nos clients à utiliser des services comme CloudFront, WAF et Shield. Avant de démarrer, j'ai une petite question à vous poser. Qui utilise déjà CloudFront? Presque la moitié de la salle. Pas mal. Ok, super. Donc on a une quarantaine de minutes qu'on va passer ensemble, dans lesquelles d'abord je vais faire un point, voilà, une introduction sur CloudFront pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas, et en général, voilà, plus généralement une introduction sur c'est quoi un CDN. Et ensuite, je vais vous montrer comment cette brique de service va vous aider à améliorer l'architecture de votre application selon les 5 piliers du framework Well Architected d'AWS. Alors, commençons. Oups, qu'est-ce qui se passe? Un petit problème. En fait, excusez-moi de ce petit moment de vide, c'est fait exprès. En fait, je voulais juste vous faire sentir ce qu'un utilisateur peut, enfin voilà, sa frustration quand il attend un contenu, mais ce contenu ne charge pas ou voilà, tarde à charger. Et donc c'est une façon de poser une des problématiques fondamentales qui est la performance qu'un CDN essaie de résoudre. Donc sur cette petite vanne, qu'est-ce qu'un CDN? En fait, c'est un ensemble de ressources comme des serveurs, des intercos qui sont distribués partout dans le monde et qui essayent de traiter la requête de l'utilisateur au plus près pour améliorer la performance. Donc, si le contenu est un contenu statique, on va le servir du cache local. Si c'est un contenu dynamique, on va le chercher de la meilleure façon de l'origine. Et sur cette carte, vous êtes en train de voir l'infrastructure globale de CloudFront. Donc, sur un ensemble de 166 POP, vous avez voilà, les petits POP en bleu et en violet, qui représentent nos points de présence qui ont une capacité de plusieurs centaines de gigabits expulsés sur les réseaux des ISP locaux ou les réseaux des opérateurs de transit. Et ensuite, vous avez en orange les grands cercles, ce sont nos caches régionaux qui se situent entre les points de présence, les POP, et l'origine pour améliorer encore plus la performance. Et cet ensemble de POP, il utilise le backbone d'AWS, donc c'est un réseau international privé qui est opéré par AWS et qui permet à nos clients de bénéficier de meilleures qualités réseau et aussi d'être en isolation de différents incidents, problèmes qui peuvent survenir sur Internet. Alors, comment nos clients utilisent CloudFront? Ici, je vais vous donner plusieurs exemples de clients qu'on travaille avec. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais ça juste vous donne une idée. Donc, premier cas, c'est un site e-commerce, donc Kelku, qui accélère globalement leur site grâce, par exemple, à la fonctionnalité HTTP2 de CloudFront. Vous avez Slack, donc la plateforme de collaboration, qui utilise CloudFront et pour accélérer leur API, c'est du contenu dynamique, mais aussi pour la protéger. Vous avez une entreprise qui s'appelle Datadome, qui est spécialisée dans la cybersécurité. Et en fait, eux, ils utilisent la programmabilité de CloudFront à travers Lambda Edge pour exécuter leur code au plus près des utilisateurs. Et d'ailleurs, ils vont faire un témoignage dans une session, après notre session, si ça vous intéresse. Ensuite, je vais parler de M6, qui utilise CloudFront dans deux cas. Le premier, c'est pour livrer en fait les images, donc c'est du contenu purement statique, mais aussi pour faire du video streaming, que ce soit du live ou que ce soit de la vidéo à la demande. Et enfin, un petit exemple de l'industrie de gaming. Donc, c'est une entreprise française, Pretty Simple, qui, à l'aide de CloudFront, envoie toutes les semaines le dernier épisode de leur jeu. Et ce qui est cool pour ces clients, c'est que pour ces différents cas d'usage, c'est un seul service, c'est un seul modèle économique. Du coup, comment ça marche, CloudFront? Imaginons que j'ai un site web qui s'appelle parissummit2019.fr et il contient des images et j'ai envie de l'accélérer globalement pour mes utilisateurs. Donc d'abord, je vais aller sur la console de CloudFront, je vais créer une distribution, ce qu'on appelle une distribution, dans laquelle je vais configurer mon origine et quelques petits paramétrages.
Et suite à cela, CloudFront va me générer un nom de domaine qui se termine par cloudfront.net. Après, je vais aller sur mon serveur DNS, où je vais, par exemple comme Route 53, où je vais pointer mon nom de domaine vers ce nom de domaine créé par CloudFront. Et ainsi, le trafic il commence par passer à travers CloudFront. Donc, de point de vue utilisateur, d'abord, l'utilisateur il va faire une requête de résolution de nom de domaine à son résolveur, par exemple le résolveur qui est configuré par l'ISP. Ce résolveur va faire la demande à CloudFront et en fonction des attributs de cette demande, CloudFront il va décider ce client il vient de Paris, et en fait le meilleur POP pour le servir il va être par exemple le POP de Paris. Et donc il lui renvoie l'adresse IP d'un serveur de ce POP pour le servir. Ensuite, le client il va établir la session TCP avec ce POP et avec ce serveur et télécharger l'image avec une meilleure qualité. Très bien. Au tout début, je vous ai parlé en fait du framework Well Architected d'AWS. En fait, c'est un ensemble de bonnes pratiques qu'on a développées à travers les années, à travers des milliers de revues d'architecture qu'on a fait avec nos clients. Et l'objectif de ce framework, c'est aider nos clients en fait, à produire des systèmes qui sont fiables et efficaces en toute facilité pour qu'ils puissent se concentrer sur leurs besoins fonctionnels. Et du coup, le premier pilier de ce framework, c'est les performances, parce que c'est ce qui va faire que vos utilisateurs ils vont s'engager avec votre application en ligne ou votre marque. Donc, pour illustrer quelques avantages qui sont apportés par CloudFront en termes de performance, je vais prendre un exemple. Un utilisateur qui va essayer d'aller sur mon site que je viens de créer, qui est basé aux États-Unis. On va supposer que le temps aller-retour RTT entre cet utilisateur et mon origine, qui est à Paris, c'est 200 millisecondes. Donc, quand cet utilisateur va demander l'image, il va attendre presque 200 millisecondes pour recevoir le premier octet de cette image. Et en fait, il y a d'abord un premier RTT pour établir la connexion TCP, ensuite le deuxième RTT pour télécharger, faire en fait la requête HTTP en soi. Maintenant, si je suis en train d'utiliser CloudFront, les choses vont se passer d'une façon un peu différente. Donc, cet utilisateur, il va être routé vers un POP qui est proche, par exemple à 20 millisecondes de l'utilisateur. Donc, du coup, ça fait 80 millisecondes du POP de CloudFront à l'origine, mais en réalité, c'est moins que ça grâce au backbone d'AWS. Alors, dans ce cas-là, en fait, le temps que l'utilisateur doit attendre, c'est pour recevoir le premier octet, c'est de 120 millisecondes. C'est presque 2 fois plus d'accélération parce que la connexion elle est probablement déjà établie entre l'origine en fait, et le POP par une connexion précédente. Donc en fait, ici, on va profiter de la persistance de connexion vers l'origine. Du coup, cette image elle va se retrouver dans le cache. Et le prochain utilisateur qui va aller chercher cette image des États-Unis du même POP, en fait, il va avoir un cache hit et globalement, il va recevoir la réponse dans 40 millisecondes. Donc, c'est presque 5 fois plus d'accélération. Sachant que dans la réalité, l'accélération, elle va être plus que ça grâce à l'optimisation en fait, des négociations TLS. Ici, j'ai juste supposé que c'est sur HTTP et pas HTTPS. Ensuite, je vous ai parlé au tout début des caches régionaux, ce qu'on appelle nous en interne les Regional Edge Cache, donc les REC. Et c'est une couche de cache qui a une plus grande capacité que les edges, que les POP, qui se situe entre les POP et l'origine, afin de garder le contenu plus longtemps sur le réseau Edge, et aussi pour décharger le plus de l'origine des requêtes qui peuvent lui arriver. Par exemple, on peut arriver jusqu'à des taux d'offload de 99% et plus pour des contenus qui sont super statiques et super populaires. Alors, comment ça marche? Je vais prendre en fait l'utilisateur qui est à Paris. Il va aller sur le POP de Paris qui n'a pas le contenu. Il va aller sur le REC et c'est le REC qui va chercher de l'origine et puis il va le stocker dans son cache. Puis j'ai un autre utilisateur qui vient de Marseille, il va se connecter sur le POP de Marseille, et le POP de Marseille va chercher le contenu du REC et pas de l'origine. Comme ça, on va en fait éviter de faire une requête en plus vers l'origine.
Et en parlant de Marseille, de Paris, dans le cadre d'un événement qu'on appelle Flash Crowd, donc un événement où il y a plein de monde qui vont se connecter au même moment pour chercher le même contenu, par exemple un match de football entre l'OM et PSG, et ben en fait on a une technique qui s'appelle Request Collapsing, où en fait on va consolider toutes les requêtes qui arrivent en même temps en une seule et l'envoyer vers l'origine, pour protéger l'origine. Et au-delà de ça, il y a pas mal d'autres fonctionnalités que vous pouvez en bénéficier. Déjà, de base, il y a des optimisations qui sont faites sur CloudFront au niveau TCP et TLS. Par exemple, si un utilisateur qui s'est déjà connecté à un nom de domaine qui est hébergé sur CloudFront et il se connecte une autre fois, on implémente des techniques comme du Fast Open ou TLS Resumption pour accélérer en fait, l'établissement de la connexion. Sinon, vous pouvez aussi configurer les timeouts de la connexion entre CloudFront et votre origine. Si vous augmentez ce timeout, bah, la connexion elle va rester persistante pour une durée qui est plus longue. Et voilà, une fonctionnalité que moi je trouve très intéressante dans CloudFront, c'est que en utilisant une même distribution, un même nom de domaine, vous pouvez servir et du contenu statique, donc voilà, des images, etc., et du contenu d'email, donc votre API. Et ça permet à l'utilisateur de faire une seule résolution de nom de domaine et une seule connexion pour recevoir les deux contenus, à la place d'avoir plusieurs connexions pour des contenus différents en fait. Et si vous avez un site web, vous pouvez profiter des fonctionnalités de HTTP2, par exemple le multiplexage des différentes requêtes sur la même connexion. Aussi, voilà, si vous avez en fait des objets du type texte, vous pouvez aussi activer la fonctionnalité compression gzip automatique qui va réduire la taille des objets qui sont servis vers vos utilisateurs. Et enfin, vous avez le contrôle sur, en fait, sur le cache, la durée qu'on va cacher en fait l'objet, donc vous configurez les TTL, et vous avez aussi le contrôle sur la clé de cache. Et l'idée, c'est d'augmenter au plus le cache hit ratio sur votre distribution. Alors passons au deuxième pilier du Dual Architected qui est la sécurité. Et donc c'est aussi un pilier qui est très important pour vous parce que il est très important pour que vos utilisateurs aient confiance en votre marque. Okay. Et nous, de notre côté, vous l'avez déjà peut-être entendu aujourd'hui pendant ce summit, la sécurité est notre première priorité, c'est-à-dire on arrête tout quand on pense qu'elle n'est pas au niveau que l'on souhaite. Et du coup, sur CloudFront, déjà de base, vous profitez d'une protection complète contre les attaques DDoS d'infrastructure. C'est-à-dire, d'abord, une attaque DDoS, c'est une attaque qui essaye de consommer les ressources de votre application pour qu'elle ne soit pas disponible à vos utilisateurs légitimes. Donc avec CloudFront, vous êtes protégé contre les attaques niveau 3 et 4, comme par exemple les floods UDP, les réflexions DNS ou par exemple les SYNFlood. Et aussi, vous êtes protégé contre des attaques d'abus de protocole. Par exemple, abus de protocole TLS ou des paquets, requêtes mal formées HTTP. Et au-delà, en fait, au-delà de ces protections, en termes de conformité, CloudFront dispose de plusieurs certifications. Par exemple, on a la certification PCI DSS Level 1 sur l'ensemble de notre réseau Edge, ce qui permet à des clients comme ME Bank en Australie d'utiliser CloudFront pour réaliser des transactions financières en toute sécurité. C'est la sécurité qu'on vous donne de base, mais il y a des choses que vous pouvez faire pour améliorer votre posture de sécurité. Donc, même si votre origine ne supporte pas HTTPS, vous pouvez servir le contenu en HTTPS. Vous pouvez aussi rediriger automatiquement HTTP en HTTPS à l'aide de CloudFront à la place de le faire sur votre origine. Et il se trouve que c'est très pratique contre les attaques DDoS parce que, aujourd'hui en tout cas, la majorité des stresseurs qui font des floods HTTP, ils utilisent HTTP, pas HTTPS. Et aussi, vous avez le contrôle sur la version minimale TLS que vous souhaitez en fait renforcer sur votre vis-à-vis de vos utilisateurs. Par exemple, pour la meilleure sécurité, vous pouvez dire, moi je veux accepter que les connexions 1.2 de TLS. Si vous avez des utilisateurs, par exemple en Amérique latine,
et qu'ils ont des navigateurs assez anciens. Donc là, pour des raisons de compatibilité, là vous allez dire, bon, ok, je vais accepter TLS 1.1 minimum pour ce nom de domaine en fait. Et finalement, vous profitez d'autres fonctionnalités qui sont déjà implémentées dans CloudFront, par exemple OSCP Stapling pour améliorer les performances et aussi PFS pour avoir une meilleure sécurité en fait. Un autre service que j'aimerais bien en parler, c'est Amazon Certificate Manager. C'est un service que nos clients adorent et je peux les comprendre parce que ça leur permet de créer des certificats TLS en quelques minutes. Du moment ils prouvent qu'ils contrôlent le domaine associé à ce certificat, et ça peut se faire en quelques clics sans aucun coût additionnel. Et ACM va s'occuper de renouvellement automatique des certificats. Maintenant, toutes ces mesures sont super. Par contre, si quelqu'un peut les contourner pour aller directement sur votre origine, bah, ce n'est pas très efficace. Du coup, d'où l'importance d'avoir CloudFront comme porte unique d'entrée à votre application. C'est ce qu'on appelle la réduction de la surface d'attaque. Et on vous propose plusieurs mécanismes pour le faire en fonction du type d'origine que vous avez. Si vous utilisez par exemple S3, vous pouvez mettre votre bucket en mode privé et à l'aide d'une fonctionnalité qui s'appelle Origin Access Identity que vous configurez sur CloudFront, il n'y aura que cette distribution CloudFront qui aura la permission d'accéder au contenu de ce bucket, donc à la place d'exposer votre bucket en mode public. Ensuite, si votre origine réside sur un VPC, comme un ensemble de ces deux derrière un ALB, load balancer applicatif, ben là vous pouvez profiter des security groups du VPC pour autoriser uniquement les IP de CloudFront. Et en fait, même si vous n'êtes pas sur AWS, si l'origine n'est pas sur AWS, vous pouvez utiliser la même technique en fait, parce que CloudFront il publie ses adresses IP. Okay. Et de point de vue utilisateur, vous pouvez aussi contrôler l'accès à vos contenus. Donc, un contrôle qui est assez simple, c'est le contrôle géographique. Par exemple, si votre base d'utilisateurs est uniquement en France, ben, vous pouvez autoriser que les requêtes qui viennent de France. Et ensuite, si votre contenu il est privé et que vous souhaitez qu'il soit accédé que par des utilisateurs qui sont déjà authentifiés, ils sont autorisés, ce que vous pouvez faire, c'est dans votre application, une fois l'utilisateur est authentifié, eh bien, vous lui renvoyez en fait un token. Et ce token va peut-être utilisé soit dans l'URL, soit dans les cookies. Et donc, du coup, l'utilisateur va faire la requête à CloudFront. Et il n'y a que quand ce token est valide, CloudFront va accepter la requête. Sinon, ça va être, non autorisé. Et finalement, en termes de sécurité, vous avez deux autres services que vous pouvez utiliser conjointement avec CloudFront. Le premier, c'est AWS WAF, qui est le service Web Application Firewall d'AWS. En fait, il vous fournit un moyen pour se protéger contre les attaques applicatives, comme les injections SQL ou les attaques cross-site scripting ou HTTP flood, par exemple. Et c'est un outil qui vous permet soit d'utiliser des templates qui sont existants pour démarrer rapidement, par exemple contre les attaques OWASP Top 10, ou utiliser des règles qui sont fournies par des vendeurs de sécurité, des éditeurs de sécurité, qui sont comme F5, Alert Logic, Imperva. Et sachant que aussi ça vous fournit un langage de règles qui vous permet d'écrire vos propres règles qui sont personnalisées à votre application. Et l'autre service, c'est Shield Advanced. En fait, c'est un service qui vous permet de bénéficier de plus d'avantages en termes de résilience DDoS. Par exemple, vous pouvez avoir l'aide d'une équipe d'experts
DDoS chez Amazon qui s'appelle la DDoS Response Team. En fait, c'est l'équipe qui protège l'infrastructure d'AWS et d'Amazon.com en cas d'attaque. Vous avez des métriques CloudWatch pour plus de visibilité et vous pouvez aussi avoir de la protection financière. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ces deux sujets-là, j'anime une autre session suite à cette session dans la salle 252 AB avec le témoignage du client Datadome dont j'ai mentionné au début de la présentation. Et pour illustrer en fait ces capacités de sécurité de CloudFront, j'ai envie de donner l'exemple de Slack. Donc en fait, ils avaient une API qui est hébergée sur ALB et qui sert des dizaines de milliards de requêtes par semaine sous forme de JSON. Donc ça vous permet de chercher par exemple un message dans un channel ou lister les différents membres d'un channel. En fait, ils avaient des problématiques en termes d'attaque DDoS et ils cherchaient des solutions pour cela. Et donc du coup, ils ont fait un benchmarking de plusieurs solutions et finalement, ils ont choisi CloudFront parce que voilà, c'était en termes de stabilité, flexibilité, aussi surtout l'intégration avec l'environnement d'AWS. Par exemple, ils ont utilisé Route 53 pour en fait migrer progressivement le trafic de leur ALB vers CloudFront. Et ils ont utilisé d'autres fonctionnalités, je vais en parler plus tard dans la présentation. Et cerise sur le gâteau, en fait, ils ont vu leur temps de réponse globalement diminuer de 480 millisecondes à 200 millisecondes. Et si vous voulez en fait savoir plus sur ce cas, il y a un témoignage qu'ils ont fait qui est super intéressant sur YouTube. Vous pouvez le voir. Passons maintenant au troisième pilier du framework qui est la fiabilité. Donc, c'est comment pallier à une problématique de disponibilité voilà, d'une façon très rapide et efficace. Alors, déjà, CloudFront, par défaut, implémente pas mal de mécanismes pour cela. En effet, à chaque fois que CloudFront reçoit une demande de résolution DNS, eh ben, il va chercher le meilleur serveur pour répondre à cette requête, enfin requête HTTP, en se basant sur une table de routage qu'on est en train de, voilà, qu'on maintient et qu'on met à jour d'une façon permanente et quasi temps réel. Et cette table de routage prend des signaux de différentes sources. Par exemple, on est en train, à chaque fois qu'on reçoit une requête sur n'importe quel serveur de CloudFront, on va noter en fait le RTT qu'on a vu avec cette adresse IP. Donc ça nous permet de créer une carte de la latence vers les différents en fait, subnets des clients. Okay. Et on prend aussi en compte la capacité des POP et des serveurs en termes de CPU et en termes de réseau, pour éviter par exemple d'envoyer du trafic à un serveur ou à un POP qui est déjà à la limite d'une congestion. Et finalement, on prend en compte aussi la santé d'un POP et également au niveau de chacun de ces serveurs. Et quand la résolution elle est faite, CloudFront va renvoyer plusieurs adresses IP à votre navigateur. Par exemple, ici, j'ai fait la résolution d'un nom de domaine que je possède personnellement. Et vous voyez que là, vous avez 4 adresses IP qui sont renvoyées. Et donc, c'est super parce que si jamais il y a un problème avec l'une des adresses IP pour différentes raisons, le navigateur peut se connecter directement sur une autre des adresses et rendre du coup la problématique transparente par rapport à l'utilisateur. Alors, au-delà de ce qui est déjà fait pour vous d'une façon transparente et derrière les coulisses par CloudFront, il y a des choses que vous pouvez faire vous-même pour en fait améliorer la disponibilité de votre application. En fait, vous pouvez par exemple profiter d'une fonctionnalité qui s'appelle Origin Failover, où vous pouvez configurer un autre origine de backup. Alors, ce qui va se passer quand le contenu, enfin, il n'est pas en cache ou c'est une requête pour un contenu dynamique, CloudFront va aller vers l'origine, il va faire la requête, puis il va attendre un timeout. Une fois le timeout il est passé, il va essayer encore 2 fois. Et au bout des 3 fois, il va là essayer de chercher le contenu du deuxième origine que vous avez configuré.
Et disons que vous n'avez pas configuré cette deuxième origine ou que, voilà, pas de chance, ces deux origines sont HS. Et eh bien, ce qui va se passer, c'est que CloudFront va quand même servir le contenu, même s'il est expiré, du cache, pour éviter de dégrader l'expérience client. Maintenant, si l'objet n'est pas dans le cache, là, on va servir l'erreur, donc 503, et on va la mettre aussi en cache par défaut 5 minutes, sachant que c'est quelque chose que vous pouvez changer. Et l'idée, c'est que vous avez déjà un origine qui est en train de souffrir, vous n'allez pas lui renvoyer des requêtes en plus pour le même objet. Mais maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est personnaliser la réponse d'erreur que vous pouvez envoyer à vos utilisateurs, par exemple, pour servir une version statique de votre site de S3. Et c'est ce que Slack, par exemple, ils font. Passons au quatrième pilier, qui est l'excellence opérationnelle. Donc, comment opérer facilement CloudFront? En fait, CloudFront n'est pas différent des autres services d'AWS, dans le sens où c'est en self-service, que ce soit à travers la console, que ce soit à travers les CLI ou les différents SDK. C'est-à-dire que vous êtes en complète autonomie et indépendance pour faire vos modifications et vos changements. Et encore plus, vous pouvez automatiser certaines de vos opérations. Et au-delà de ça, vous pouvez les combiner avec des services du type CloudFormation et CodePipeline. Ce qui vous permet de faire, c'est d'écrire la configuration de CloudFront sous forme de code. Et du coup, ça vous permet de répliquer la même configuration dans différents environnements. Par exemple, vous pouvez dire, voilà, moi j'ai envie de créer cette configuration en test, puis une fois c'est passé, je vais la reproduire en production. Et si vous voulez avoir plus de détails comment c'est fait, vous pouvez chercher sur Internet CI/CD avec CloudFront et vous allez trouver un blog post sur le sujet, comment vous pouvez le faire en fait, l'implémenter. En termes de visibilité, on vous fournit des métriques CloudWatch en temps réel pour que vous sachiez, par exemple, combien de requêtes HTTP vous recevez, combien de bytes vous êtes en train de servir sur votre distribution, et surtout, quel est le taux d'erreur qui est sur votre distribution. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est mettre en place des alertes pour vous alarmer quand, par exemple, le taux d'erreur il est au-delà de 0,5% pendant une ou 2 minutes. Et une fois l'alarme elle est déclenchée, vous pouvez aller sur les logs de CloudFront qui est envoyé vers un bucket S3. Et dans ces logs, vous pouvez avoir des informations qui peuvent vous aider en fait à comprendre c'est quoi le problème. Donc vous avez l'IP de l'utilisateur, vous avez le timestamp de la requête, quel edge il a servi la requête, c'était quoi l'URL, c'était un cache miss ou un cache hit, c'était quoi la réponse, est-ce que c'était un 200 OK ou un 4XX ou autre. Et aussi on vous fournit un request ID, en fait c'est un ID que on génère pour chacune des requêtes, donc c'est un ID qui est unique, que vous pouvez utiliser. Ça peut être très utile si jamais vous avez besoin de discuter avec le support. Comme ça, le support il va savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé avec cette requête. Et pour faciliter l'analyse de ces logs, donc à la place d'aller les télécharger et utiliser par exemple vos command line sur Linux pour essayer d'analyser ça, en fait on vous fournit un outil que vous pouvez utiliser qui s'appelle Amazon Athena. Donc sans besoin de mettre en place une infrastructure pour l'analyse des logs, vous pouvez juste écrire une requête de type SQL pour en fait aller faire la requête et filtrer les logs en fonction de ce que vous voulez savoir. Par exemple, ici, j'ai fait voilà, je vous donne l'exemple de 2 requêtes qui étaient en fait réalisées par des clients. Le premier, c'était une compagnie Airlines. Du coup, en fait, ils avaient des erreurs sur de point de vue de leurs utilisateurs. Ils voulaient savoir c'était quoi le problème. Donc, ils ont filtré, ils ont dit, bon, c'est quoi les 10 top URL qui causaient
voilà, des réponses 5xx. Et là, ils ont compris que bon, c'était 2-3 URL, donc c'était derrière une application qui buguait sur leur origine. Et la deuxième, ça vous permet de savoir quels sont par exemple les top IP qui sont en train de causer beaucoup de 404 not found. Typiquement, ce sont des scanners ou des scrapers qui essayent de scanner votre application. Donc derrière, vous pouvez en fait automatiser et les bloquer avec AWS WAF si vous utilisez WAF. Et au-delà de ça, pour du dashboarding, en fait, vous pouvez utiliser déjà les rapports de CloudFront qui sont disponibles dans la console. Donc on vous fournit des différentes informations, par exemple le taux de cache hit versus cache miss, le pourcentage par exemple du trafic HTTPS, les top URL qui étaient demandés, ou les top pays qui originent ces requêtes. Mais vous pouvez aussi créer vos propres dashboards à l'aide des logs qu'on fournit, par exemple en les envoyant vers un cluster Elasticsearch. Ou aussi, vous pouvez utiliser des outils tiers comme Datadog, Sumo Logic ou Splunk, qui eux, ils ont déjà construit des dashboards pour CloudFront. Et donc l'intégration, c'est assez simple à faire. Eh bien, on arrive au dernier pilier du framework Well Architected, qui est l'optimisation du coût. Et je peux vous dire que nos clients, ils aiment bien ce pilier. En fait, avec CloudFront, vous pouvez optimiser le coût du data transfer out. Et pour cela, il faut comprendre les deux composantes de prix de CloudFront. D'abord, vous avez le prix par requête, HTTP ou HTTPS. Et ensuite, vous avez le prix du data transfer de CloudFront, que ce soit vers les utilisateurs ou vers l'origine. Maintenant, si l'origine il est sur AWS, bah il n'y a pas de coût associé en fait pour ce trafic. Si vous êtes nouveau sur CloudFront et vous souhaitez démarrer, il y a un tiers gratuit, donc vous pouvez expérimenter avec CloudFront sans coût additionnel. Et si vous êtes une entreprise qui expulse plus que 10 terabytes par mois, là, ce que je vous conseille, c'est de vous rapprocher de votre équipe compte pour discuter avec eux d'un potentiel en fait, private pricing qui vous permet d'accéder à un meilleur coût par gigabit de data transfer en contrepartie d'un engagement de volume en fait. Et la bonne nouvelle, c'est que la majorité de ces fonctionnalités que je vous ai présentées en fait dans ces slides, elles sont déjà incluses dans le prix. Par exemple, le geoblocking, Certificate Manager, le failover, les URL signés, le cache régionaux, les logs, etc. Et vous allez payer en plus surtout les services additionnels que vous allez utiliser, que ce soit par exemple Lambda@Edge, que ce soit WAF ou Shield Advanced. Et avec ça, j'arrive à la fin de cette présentation. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment de considérer CloudFront par défaut. Donc ayez ce réflexe. À chaque fois, vous avez une application qui est exposée sur Internet pour les différents avantages que vous avez vus durant cette présentation. Et sur ça, je vous remercie beaucoup de votre présence. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Voilà, je partage avec vous mon email. Et aussi, n'hésitez pas à évaluer cette session. C'est quelque chose de très important pour nous aider dans le développement de ce genre de contenu. Merci beaucoup et je vous souhaite un très bon summit.